Bonjour et merci de votre fidélité à Objectif 2023. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux les députés nationaux Juvenal Mounoubo, élu des Walikali dans le Nord Kivu et membre du groupe des 13 parlementaires à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Cléopâtre, bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Alors, vous dites que l'actuelle proposition de loi telle que adoptée par le Parlement n'a rien à voir avec les textes que vous, G13, vous avez proposés. Pourquoi donc? Oui, parce que nous avions proposé des innovations dans la loi électorale, hein. Donc je rappelle ici que l'idée c'était qu'on arrive à bâtir les consensus dans le processus électoral. Et c'est la raison d'ailleurs d'être du G13 qui est né en 2020. Nous avons consulté toute la classe politique. Nous avons élaboré une proposition de loi électorale. Il y a par exemple des questions comme la publication de résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est différent de la formule qui a été finalement adoptée et de l'affichage des résultats compilés bureau de vote par bureau de vote. Évidemment, la nuance, elle est là. Si on ne fait pas attention, on peut penser que c'est la même chose. Et pour nous, cette nuance-là, parce que pour pour la version de l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut publier des résultats déjà compilés quelque part. Il faut les afficher bureau de vote par bureau de vote. Alors que pour nous, l'idée c'était qu'on affiche de manière brute les résultats dans chaque bureau de vote. On vote, on dépouille et puis on affiche directement. On publie directement dans le bureau de vote, sans attendre que les résultats soient centralisés, compilés quelque Et part. sur cette question, l'inconvénient, c'est quoi? Alors l'inconvénient, c'est la fraude. Il y a risque de fraude. Je ne dis pas qu'il y aura nécessairement la fraude, mais quand le suspense est assez long par rapport au rendu de résultats, il y a risque de fraude. Et là, c'est tenant compte des expériences de 2006, de 2011, de 2018. C'est quand le délai d'attente est long qu'il y a possibilité de frauder. Mais quand les résultats sont connus au bureau de vote, aussitôt le dépouillement terminé, on limite sensiblement les risques de fraude et on rassure tout le monde. Donc c'est à ce niveau-là, hein. C'est pour crédibiliser les processus électoraux. Alors il y a par exemple cette question de la cartographie. Nous, on a voulu que la cartographie soit publiée ensemble avec les listes définitives, bien avant. Mais quand on dit publier la cartographie électorale 30 jours avant les élections ou 30 jours avant la campagne, nous pensons que c'est très proche parce que la cartographie, ça doit être pas une opération unilatérale. Yeah, les drafts de cartographie, les brouillons de la cartographie électorale, du mapping électoral, il faut que ça soit validé aussi par des parties prenantes. On produit une avant-cartographie, une sorte de draft de la cartographie, on valide, parce que la cartographie, elle est importante, c'est pour éviter des situations où vous trouvez des bureaux de vote qui n'ont pas été signalés au départ, ou des machines à voter, vous les retrouvez dans des maisons de particuliers. Et donc cette question, elle était très importante pour nous. Il y a par exemple la question, il y avait d'autres questions en rapport avec la suppléance, par exemple, pour moraliser la vie politique. Nous avions pensé que ce n'était pas intéressant que quelqu'un désigne son épouse, son fils aîné comme premier suppléant. Il y a des cas où quelqu'un, c'était devenu finalement une situation de famille, quoi. Hein, le député, son épouse, première suppléante, le fils aîné, deuxième suppléant, un autre fils assistant parlementaire et tout ça. Alors ça, on a rejeté. Une autre proposition, c'était de dire Oui. que quelqu'un ne se fasse pas élire au même moment dans un suffrage universel, direct. Au même moment, tu te fais élire député. Au même moment, dans le même scrutin, tu te fais élire député provincial. Comme député national, tu places comme premier suppléant ton épouse. Comme député provincial, tu places comme suppléant ton fils aîné. Alors, c'est pas une affaire de famille, quoi. C'est une affaire de l'État. Ça aussi, on a rejeté. Donc, il y a pas Donc, mal au d'innovations départ, comme il y ça. avait 18 propositions de Oui. votre part, Mm. mais quelles sont les principales innovations qui ont été finalement rejetées? Il y a la question de la publication. Bon, même si on dit qu'on a réformulé, mais pour nous, ça équivaut à un rejet. Parce que ce n'est finalement pas la même chose en termes de contenu. Il y a la question de la publication de résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous considérons que ça a été rejeté. Et il y a la question de la suppléance. Nous considérons que ça a été rejeté. Il y a la question des sanctions contre ce président-là du bureau qui ne veut pas publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Hein, ça aussi, ça, on n'en a pas tenu compte. La question de la cartographie, hein, ça devait être publié bien avant, vraiment bien avant, pas 30 jours avant le début de la campagne. Là aussi, on a rejeté. Donc, il y a des questions comme ça. La question, il faut refuser la distribution d'argent, hein, pendant la campagne, parce qu'il faut limiter les taux de corruption.
Ça aussi, ça a été rejeté. Vous voyez, je suis en train de vous lister. Donc, au total, ça fait combien? 6 Oui, propositions sur il y 18 avait au moins 6 rejetées? points très importants, tous rejetés. Et Tous ça rejetés. vous inquiète? Ça nous inquiète, ça nous inquiète. Le seul point d'ailleurs qui nous réjouit, c'est peut-être la question sur le droit des femmes, là, la dimension genre, parce que notre idée, c'était que les processus soient inclusifs. Alors le fait qu'on mette une condition incitative pour dire qu'une liste qui prévoit 50% des femmes sera exemptée de payer la caution, les cautionnements ou la caution non remboursable, là au moins. Hein, en réalité, c'est le seul point où ils ont essayé quand même de rencontrer notre souci, de rendre les processus. Le seul point parmi Le tant seul d'autres. point parmi tant d'autres. Et donc, tout le reste, on n'a fait que rejeter. On a soit rejeté, soit reformulé à leur manière, et cette reformulation, soit y introduire des nuances, et finalement dénaturer tout ce que le G13 a proposé. Alors, il y a des gens qui nous reprochent, ils disent que non, non, vous avez voulu faire un peu le dictateur. Non, non, nous ne sommes pas des dictateurs, nous ne sommes ni dictateurs, ni jusqu'au boutiste. Parce que si nous étions jusqu'au boutiste, nous serions en train de multiplier des déclarations maintenant, là, des contestations. Il faut que l'opinion retienne ce que nous avons fait. Nous avons voulu à ce que ce processus soit consensuel, électoral, avec limitation des risques de fraude et donc des risques de contestation des résultats. Alors, c'est question maintenant pour tout un chacun de se poser la question si on a atteint cet objectif-là avec la version telle qu'adoptée de la loi. J'ai comme l'impression qu'on est loin quand même de cet objectif-là. Alors, ce qui reste, c'est au président de la CENI de prouver son leadership et les sérieux possibles dans le travail parce que son honneur et son avenir en dépendent aussi. Mais on vous a vu un moment vous retirer même du débat. Pourquoi donc? Vous savez pourquoi on s'est retiré? J'en profite ici pour bien expliquer. Après le débat qui a été organisé, c'est-à-dire après la présentation du texte, après les réponses fournies aux questions, normalement les textes de loi devaient aller en commission PAJ pour approfondissement. Alors, mais il y a une procédure qui a été initiée, toute particulière, c'est la procédure de la levée des options. Nous ne nous sommes pas opposés à cette procédure-là, mais hélas, la manière dont la procédure a été préparée la veille ne nous a pas plu, parce que le bureau de l'Assemblée a eu des réunions, des contacts avec les différents groupes parlementaires, ils ont harmonisé à leur niveau, sans impliquer les G13. Vous voyez un peu déjà à ces niveaux. Et pourquoi on n'a pas impliqué les G13? Alors, c'est la question. Avez-vous déjà vu un processus électoral où on n'implique pas l'initiateur de la proposition de loi? À cette étape-là, on devrait nous impliquer, parce que les textes n'étaient pas encore arrivés en PAJ. Même en PAJ, on a parfois besoin de demander le point de vue de celui qui a rédigé les textes. Et donc, on ne nous a pas associés dans ces processus pour préparer la levée des options. Ça a été fait la veille, entre le bureau et les différents groupes parlementaires. Et le G13 n'y a pas été associé. Et quand le G13 a demandé la parole le lendemain, le jour où il fallait maintenant lever les options, parole ne lui a pas été accordée par le président de l'Assemblée. Alors, ces deux faits, en tout cas, ne nous ont pas mis en confiance. Nous nous sommes trouvés devant, c'est comme s'il y avait quelque chose à décacher. Nous nous sommes retirés et nous nous sommes retirés pour le reste. Et nous avons pensé que c'était légitime quand même nous retirer parce qu'il y avait un flou. Voilà, donc c'est la raison d'être de notre retrait. Mais quand une proposition est portée en plénière, n'est-ce pas que ce texte n'est plus de votre exclusivité, par exemple? Non, non. L'initiateur, on en a besoin jusqu'à... même en commission, on a toujours besoin de celui qui a initié les textes. Parce qu'il peut défendre, il peut expliquer, il peut mieux expliciter ce qu'il a proposé. Imaginez, on cherche à approfondir les textes et on met de côté l'initiateur du texte. C'est inédit. C'est inédit comme manière de faire. Donc, ça fait 10 ans que moi je suis dans cette chambre parlementaire, c'est mon deuxième mandat. Je participais à la rédaction de cette proposition de loi. Moi-même, je rédigeais une proposition de loi pour réviser les codes de procédure pénale, pour faire en sorte que les victimes de violences sexuelles ne payent plus le frais de justice. Bien avant, je participais à plusieurs séances d'amendement à des textes. Le règlement intérieur du mandat passé, j'en étais rapporteur de la commission avec Mwandon Simba qui était président de la commission spéciale. Donc, j'ai de l'expérience, donc je sais comment ça se fait, mais je ne me rappelle pas une étape où on a dit, voilà, l'initiateur du projet, mets-toi de côté, laissons-nous faire le reste. Mais pourquoi ne pas accepter, par exemple, la souveraineté de la plénière sur cette proposition de loi? Alors, le problème, c'est que la finalité, ça devait être ça, et puis ça ne devait pas se passer comme une lettre à la poste. Ça, on ne va pas scélérer. Mais le problème, c'est que le fait de nous avoir exclus
de nous avoir exclus à la veille de la levée des options. C'est suspect. Pour nous, c'est suffisamment suspect. Le fait de nous avoir refusé la parole le lendemain, quand il fallait adopter les options, pour nous, c'est suspect. Donc, les deux faits montrent en fait qu'il y avait... Qu'est-ce qui s'est caché selon vous? Alors, moi, nous ne voulons pas juger. Nous ne sommes pas juges aussi. Nous ne sommes ni dictateurs, ni jusqu'au-boutistes, ni juges. Le G13 n'est ni dictateur, ni jusqu'au-boutiste, ni juge. Nous nous réservons aussi de juger. Bref, à l'opinion de constater ce qui a été fait et surtout de voir la suite. Quelle sera la suite? Mais nous, on a émis des réserves par rapport à ce qui a été fait et qui semblait être quelque chose de flou. Alors, vous avez décrié la démarche, mais concrètement, selon vous, les meilleurs schémas pour fédérer toutes les parties prenantes à ces processus électoraux devaient être lesquels? Alors, le meilleur schéma, ça ne devait pas être de frustrer d'abord l'initiateur de la proposition. Vous vous êtes senti frustré? On s'est senti frustré à la veille de la levée des options. La meilleure procédure aurait été aussi d'impliquer ceux-là qui se sont mis à l'écart du processus. Vous savez, le FCC s'était mis à l'écart du processus. Savez-vous que le FCC avait refusé de nous recevoir, nous, lorsque nous menions des consultations en 2020? Alors, il nous disait, voilà, il faut rentrer dans le schéma institutionnel. Les débats doivent se passer au Parlement. Quand les débats a eu lieu au Parlement, le FCC, sans doute qu'il avait d'autres raisons, n'a pas voulu participer au débat, mais il n'y a pas eu assez d'efforts de la part du bureau pour ramener le FCC à la table, disons, à la table de débat, quoi, dans les institutions. Vous auriez voulu que le bureau oui. multiplie des moyens pour oui, c'est ça, parce que les bureaux, ramener les FCC dans les débats. Tout à fait, parce que la présidence, le leadership d'une chambre parlementaire, ce n'est pas seulement diriger le débat. Le leadership d'une chambre parlementaire, c'est aussi faire le plaidoyer, le lobbying, les contacts des coulisses pour asseoir le consensus. Surtout que la loi électorale, ce n'est pas une loi simple. Ce n'est pas une loi comme une loi simple, quoi. C'est une loi d'arbitrage, on peut le considérer comme ça. C'est une loi qui doit mettre les acteurs ensemble. Parce que la paix sociale, les progrès, la cohésion sociale, ça dépend énormément de ce qu'on a mis sur pied comme loi électorale. Alors voilà que le débat sur la loi électorale s'est déjà passé, parce que l'Assemblée a tranché définitivement. L'Assemblée a plus de pouvoir que le Sénat. Les textes doivent maintenant être passés par la Cour constitutionnelle, la table du président de la République, et puis la promulgation. Et donc, nous ne voulons pas aussi mener, nous, un combat d'arrière-garde. Donc, nous considérons que ça a été fait. Ça a été fait, mais que l'opinion retienne ce qu'a été notre souci du départ. C'est ce qui est important, parce qu'après tout, les meilleurs juges, c'est le temps, c'est l'histoire, les meilleurs juges. Il faudrait qu'un jour, qu'on se souvienne de ce qu'a fait le G13. Et alors, la manière dont la procédure a été menée, eh bien, ça ne relevait pas de notre responsabilité. Ainsi l'a voulu le bureau, le président de l'Assemblée nationale. Et nous pensons que ce n'était pas une très très bonne manière pour asseoir le consensus le plus large. Et donc, le G13 a été frustré à une étape de l'examen de la loi. Le FCC, le G13 a été frustré, le FCC est resté dehors. Vous voyez tout ça? Alors, la question qu'on se pose, est-ce que le consensus a été réuni de manière large? Il faut avoir beaucoup de réserves pour répondre à cette question-là. Et vous avez une réponse quant à ça? J'ai beaucoup de réserves. Je ne crois pas que le consensus a été largement établi. Je ne dois pas être hypocrite. En tout cas, le consensus n'a pas été suffisamment établi. Alors, ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est le leadership de la CENI. Il faut qu'au niveau de la CENI, le président, les membres de la CENI essayent vraiment de se mettre comme l'église au milieu du village, et de savoir qu'ils travaillent pour leur honneur. Vous voyez? De voir aussi leur avenir et de savoir qu'ils travaillent pour leur honneur. Et ils peuvent encore sauver la face, même si la loi elle est ce qu'elle est, mais si elle est bien appliquée, il y a toujours moyen d'espérer à la paix sociale à travers les élections. Alors, mais il y a d'autres questions aussi qu'on n'a pas abordées. Il n'y a pas que la loi électorale. Et là, je m'étonne pourquoi on est allé en vacances parlementaires. Parce qu'il y a énormément de questions à traiter. Il y a la question, par exemple, de la guerre à l'Est. Quelle réplique par rapport au Rwanda? Normalement, on devait rester à Kinshasa en train de réfléchir là-dessus, par rapport à cette agression rwandaise. À part ça, il y a par rapport aux élections, la question de financement des élections, on ne l'a pas encore réglée. Maintenant qu'on va perdre 3 mois pour attendre la session de septembre, et pourtant il y avait moyen de nous décider par rapport au financement des élections, parce que l'année prochaine, c'est l'année électorale, 2023. Est-ce qu'on a réglé la question du financement des élections? Est-ce qu'on a assez d'argent pour financer le processus électoral? Il y a la question du fichier électoral, c'est-à-dire la question du recensement. Quelle est l'option qui a été élevée? Quand est-ce qu'on commence les recensements? Est-ce que c'est un recensement général avec tous les risques qu'on a?
Nous, on a proposé que ce soit un recensement administratif. Un peu comme en 1970 au Congo, il y avait, c'était pas encore Zaïre, hein, il y avait un recensement administratif. Et que nous pensons qu'un recensement comme celui de 1984 au Zaïre, un recensement scientifique, ça va être difficile, ça ne va pas nous permettre de tenir les délais. Et donc, il faut lever l'option par rapport au recensement. Comment on va constituer les fichiers électoraux et on commence à les constituer quand? On n'a pas répondu à cette question. Est-ce qu'on va répondre à cette question en septembre? Est-ce que vraiment pour des élections qui auront lieu l'année prochaine, est-ce qu'il était nécessaire de ne pas travailler pendant 3 mois? Alors, nous allons aborder toutes ces questions en détail, mais bien avant d'en arriver, alors je vais poser une question. Bien avant l'adoption en seconde lecture de cette proposition de loi électorale, le président du Sénat avait demandé à tout le monde, y compris vous, hein, de pouvoir apporter vos amendements. Est-ce que vous l'avez fait? Non, mais celui qui devait nous contacter en premier, c'est en fait c'est le président du bureau de l'Assemblée nationale, pas le président du bureau du Sénat. Nous relevons de l'Assemblée nationale. Hein, le texte a été introduit à l'Assemblée nationale. Vous voyez un peu? Justement, au niveau du Sénat, vous, en tant que parlementaire au G13, est-ce que vous avez mené une telle démarche ou pas? Non, on ne l'a pas mené parce qu'on avait considéré que le travail devait d'abord être fait au niveau de l'Assemblée nationale. Mais honnêtement, on ne l'a pas fait. Honnêtement, on ne l'a pas fait. Honnêtement, on ne l'a pas fait. Mais ne vous en faites pas, nous restons en train de suivre le processus. Si besoin est d'attirer l'attention encore sur l'un ou l'autre aspect, nous le ferons. Le G13 n'est pas dissous. Hein, le G13 existe et le G13 continuera à réfléchir. Alors, la Commission électorale Nous nationale... allons faire le rôle de veilleurs, quoi. Hein. Nous allons veiller pour la suite du processus. Ok. La Commission électorale nationale indépendante n'a toujours pas publié son fichier électoral. Est-ce que ça vous inquiète? Oui, bien sûr. On n'a même pas encore commencé à les constituer. Vous voyez? Donc, il faut un recensement, il faut identifier les électeurs. D'abord, il faut lever l'option, et puis il faut commencer l'opération d'identification des électeurs. On peut appeler identification des électeurs, il faut une loi pour ça aussi, hein, sur l'identification des électeurs, soit le recensement. Donc, c'est un problème de terminologie. Mais il faut qu'on commence l'opération. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Oui, mais on devait mettre à profit ces moments. Hein, si c'était moi, le président de l'Assemblée nationale, hein, j'allais parler à mes collègues, ou même à la hiérarchie, au président de la République, pour lui montrer la nécessité d'une session extraordinaire. Et une session extraordinaire, ça devait être important, non seulement pour régler les questions sécuritaires à l'Est, parce que le Parlement doit prévoir une réaction par rapport à ce qui se passe à l'Est. Le Parlement, hein, doit prévoir une réaction. Hein, mais voilà, on est en vacances, tout le monde, peut-être il y a ceux qui vont descendre en vacances, on est un peu dispersés. Et donc, ça devait aussi être un moment pour nous de lever l'option, de recevoir la CENI, parce que c'est prévu les rapports annuels de la CENI. On devait examiner les rapports de la CENI. La CENI devrait nous parler de la manière dont elle prépare les élections l'année prochaine. On devrait poser des questions. Par exemple, la question sur les machines à voter. On devrait poser la question, est-ce qu'on va utiliser les mêmes machines ou on va passer de nouvelles commandes de machines à voter? Il y a la question, par exemple, de la quincaillerie électorale. Hein, les urnes, les isoloirs et tout. Est-ce que pour chaque élection, il faut payer de nouveaux isoloirs, des urnes? Hein, c'est des questions qu'on doit poser. Bref, on devait engager un débat autour de ça, autour du rapport annuel de la CENI et pour voir des voies et moyens pour préparer les prochaines élections. Le débat sur la loi a eu lieu, mais le débat sur l'organisation des élections n'a pas encore eu lieu. Et pourtant, c'était prévu. Hein, donc, voilà. Passer 3 mois, parce que les vacances, c'est 3 mois. Nous allons nous retrouver encore en septembre. Hein? Alors, c'est en septembre que nous allons reprendre les discussions sur des questions parlementaires. Mais vu le temps qui vous est imparti, comment comptez-vous finalement évoquer de toutes ces questions? Alors, moi, je peux déjà avoir beaucoup de réserves par rapport au respect du délai l'année prochaine des élections. Il y a des gens qui pensent que les élections auront lieu l'année prochaine. Et vous pensez le contraire? Mais à l'allure où vont les choses, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Je ne dis rien. Je ne dirais rien. Le réalisme serait de dire que les élections ne seront pas possibles. Le réalisme, c'est de dire ceci. D'être organisées en 2023? Non, non. Le réalisme, ça serait de constater et de faire constater qu'on perd le temps. Et de le dire que nous perdons le temps. Hein? Qu'on ne soit pas surpris de quelque chose l'année prochaine. Parce que nous perdons déjà le temps. Vous voyez? Okay. Voilà. La question. Et réfléchir comme ça, les dire comme ça, c'est vraiment être réaliste. Parce que la réalité, c'est qu'on est en train de perdre le temps. Le recensement.
l'enrôlement, le financement, l'identification de la population. la Il y a recherche de lieu l'argent toujours de aussi, de parler financement. de ces opérations d'une manière mutualisée. Oui, alors, si on mettait à profit ce temps, oui. Je crois que si on était resté en train de réfléchir sur ces questions-là, arrivé en septembre, on aurait déjà des idées là-dessus. Puisque vous n'êtes pas resté à Alors, réfléchir sur puisqu'on n'est cette pas resté question, en train de réfléchir là-dessus, hmm, les risques d'un glissement s'accroissent de plus en plus. de plus en plus. Les risques d'un glissement, je ne dis pas qu'il y aura glissement, mais le risque, hein, les taux en termes de risques d'un glissement, un autre glissement s'accroît sérieusement. Permettez que je vous le dise et que je dise à tous ceux qui nous suivent, les risques de glissement s'accroît de manière considérable. La question du financement, vous l'avez abordée. Est-ce que c'est toujours d'actualité des Vous, élections? vous savez, on a un financement, disons, on a un budget annuel d'abord. D'abord, on n'a pas une stratégie jusque-là globale de mobilisation des recettes. Et puis, on n'a pas un tableau qui montre comment l'argent est mis à la disposition de la CENI. Hein, vous voyez? Alors, c'est au cours du débat sur le fonctionnement de la CENI, lors de l'examen de son rapport annuel, question qui était prévue dans le calendrier de la session qui vient de s'achever, c'est à ce moment-là qu'on aurait de la lumière. Si on pouvait recevoir le président Kadima, Denis Kadima, à l'Assemblée nationale, pour qu'il nous présente les rapports de la CENI, là où il est arrivé, qu'il nous montre le travail qui a été fait, ce qu'il a déjà fait comme travail depuis qu'il est là, les difficultés auxquelles il est confronté. Voyez un peu. Hein? C'est un exercice très important pour préparer les élections. Voilà que ça n'aura pas lieu avant septembre. Alors, quelles sont vos craintes particulières par rapport à cette question du financement Les des craintes, c'est qu'on élections? arrive en septembre sans avoir commencé le recensement. Vous comprenez? Sans avoir levé l'option sur quel type de recensement. C'est qu'on arrive en septembre, on ne sait même pas l'argent, on va le mobiliser comment. Pour les élections, parce que septembre, pour 2023, septembre, ça sera 3 mois après, on entre en 2023. Alors, les risques, c'est qu'on arrive en septembre et qu'il n'y ait pas de précision sur plusieurs questions en rapport avec la tenue des élections dans le délai. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on soit embarrassé. Hein, hein, les risques, c'est qu'on arrive à être embarrassé à partir de septembre, après septembre surtout, qu'on soit vraiment embarrassé, où on se dit, élection 2023, est-ce qu'il y en aura, il n'y en aura pas. Vous voyez, et puis, risque de tension sociale aussi, parce qu'il y a peut-être des mouvements citoyens qui vont essayer de se manifester ou de manifester, peut-être l'Église catholique. Vous savez, l'Église catholique n'a jamais été clémente avec le pouvoir. Toutes les fois qu'il y a glissement, souvenez-vous de 2016, hein, les comités laïcs de coordination et tout. Alors, moi, j'ai peur qu'on revive un peu une situation comme ça, où il y a des manifestations, Lucha, Filimbi, hein, comité laïque de coordination, ou les ambassades, parce qu'à un moment donné, ils pourront considérer que la période de grâce est quand même terminée, quoi. Où les ambassades commencent à faire de rappels et tout ça, des envoyés spéciaux. Vous voyez, un peu comme à l'époque de Samantha Power et tout. Je ne voudrais pas qu'on en arrive à cette situation-là. Hein? Vous voyez, il faut pas que Tshisekedi, avec Tshisekedi, qu'on arrive à lui dire, ok, vous devez stopper, vous ne devez pas faire quelques mois de plus. Vous comprenez? Et je crois que lui-même en est conscient. Lui-même en est conscient, il l'a dit maintes fois, lui, que les élections doivent se tenir dans le délai. Il a même annoncé qu'il sera candidat à un deuxième mandat. Et donc, il a intérêt, nous avons tous intérêt à ce que les élections se tiennent dans le délai. Mais soyons réalistes. Avec le temps que nous perdons, hein, la probabilité est grande pour qu'il n'y ait pas élection l'année prochaine. Alors, la session de mars vient de se clôturer. Pensez-vous avoir comblé utilement ces calendriers? Alors, non. D'abord, la loi électorale, on a commencé son examen quand? C'était vers la fin de la session. Vous voyez? Et pourtant, c'était la grande question de la session. La session a commencé en mars. Vous savez quand est-ce que la loi électorale a été déposée à l'Assemblée? Nous l'avions déposée en septembre 2020. Donc, elle est restée longtemps dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Et même si la session parlementaire a commencé en mars, c'est vers la fin de la session qu'on a commencé l'examen de la loi électorale. C'est chaque fois comme ça, on s'y prend en retard, et puis après, on ne sait pas, ça s'accumule, et puis on ne sait plus quoi faire. C'est ça, non. Donc, on n'a véritablement pas changé notre façon de travailler. Et ça a été le cas aussi sous Kabila, on fait perdre le temps, et puis après, on se rend maintenant compte qu'on est en 2016, c'est le délai constitutionnel, et puis bon, on se rend compte qu'on n'est pas du tout préparé, et puis on veut bien un glissement. Est-ce qu'il y aura un dialogue?
À ce moment-là, on commence à réfléchir, peut-être un dialogue pour faire accepter aux gens un glissement. Imaginez-vous qu'on arrive en 2023, qu'il n'y ait pas élection et qu'on propose un autre dialogue de la classe politique. Et ça sera un dialogue pour préparer les élections? Est-ce que ça sera un dialogue technique? Est-ce que ça sera un dialogue pour la vérité des urnes? Parce que dans l'entretemps, Fayoul va évoquer sa fameuse question de vérité des urnes. Voilà. Alors, pour éviter tout ça, il aurait fallu qu'on soit prêt en 2023, qu'on organise des élections. Comme, au lieu d'entrer encore dans des conciliabules, des pourparlers politiques qui peuvent conduire à des transitions encore, ou des gouvernements à des transitions. Alors, il y avait moyen de sortir des sentiers bâtis. Il y avait moyen de sortir un peu de ça. Mais on n'est pas sorti de l'auberge. Et que les risques de tout ça se profilent encore une fois de plus. Votre plus grand regret, c'est quoi? Donc ne soyez pas surpris qu'on évoque des questions comme les dialogues politiques encore, tout ça. Parce qu'il faudrait, il faudrait trouver un petit consensus s'il n'y a pas des élections dans le délai. Vous insistez apparemment avec cette question de dialogue. Non, mais il y avait moyen d'éviter ça. Il y avait vraiment moyen de... Alors moi, je me pose la question, est-ce que ça ne se profile pas? Parce que vous estimez que c'est inévitable à ces stades ou comment? Imaginez qu'on arrive en décembre 2023, sans élection. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis on entre en 2024 sans élection. Qu'est-ce qui va nous faire entrer en 2024 sans élection? C'est ça, il n'y a pas élection, on entre en 2024. Alors, s'il n'y a pas quelque chose qui nous permette d'entrer en 2024 sans élection, eh bien, s'il n'y a pas un accord ou un arrangement, ça va être difficile, quoi. Il y aura des tensions, certainement. Hein? Et pourtant, il y avait moyen de les éviter. Et pourtant, il y avait moyen de les éviter. Alors, on va voir en session de septembre quel sera notre rythme de travail, à moins vraiment qu'on ait des plénières chaque jour, dimanche et tout. Mais vous savez quand est-ce que les plénières commencent chez nous? C'est prévu à 10 h pour commencer à quelle heure? 14 h, 15 h. À qui la faute? Alors, c'est au niveau de la direction de la Chambre, de l'Assemblée nationale. La faute revient à la direction de la Chambre de l'Assemblée nationale. Oui, dans une certaine mesure, la faute revient aux députés aussi, parce qu'il arrive que le président Bosso est prêt. En fait, la responsabilité, elle est partagée. Il arrive des cas où les députés sont prêts pour commencer, mais le bureau n'est pas prêt. Il arrive des cas où le bureau est prêt pour commencer, mais les députés ne sont pas prêts dans la salle. Alors, quelles sont vos attentes finalement par rapport à cette prochaine session de septembre, disons, comme ça? Alors, la session de septembre, il y a des questions importantes à traiter. Alors, il y a d'abord le budget de l'État, parce que par sa nature, c'est une session, ça sera une session budgétaire, la session de septembre. Il y a la question de la loi des programmations militaires. Hein? Cette loi a été adoptée il n'y a pas longtemps au gouvernement, il y a un peu plus d'un mois. Et puis, c'est une loi qui nécessite un plan de mobilisation des recettes. Parce que c'est une loi qui prévoit des dépenses d'investissement et de fonctionnement des FARDC. C'est une loi qui a comme ambition de changer l'image des FARDC, de doter notre armée des moyens, des drones et autres choses, pour que notre armée fasse finalement, pour que notre armée arrive à résoudre ces problèmes épineux des différents groupes armés actifs à l'Est. Des groupes armés locaux, tout comme des groupes armés étrangers, avec des moyens sophistiqués et tout. Et donc, il faut des moyens, un plan de mobilisation des ressources pour cette loi de programmation. Il faut un budget programme. Ça, c'est une question importante. À part le budget annuel, quoi, il faut aussi arriver à examiner la loi de programmation militaire. Il y a la question électorale. Donc, on doit impérativement recevoir le président Denis Kadima de la CENI, examiner son rapport annuel de la CENI, et puis nous projeter pour 2023. C'est ce que je venais de dire à l'instant. Alors, voilà, donc c'est parmi ça les matières à traiter dans la session parlementaire de septembre. Mais voilà les matières et vos attentes sont lesquelles? Alors, nos attentes, c'est que cette session soit vraiment intense en termes d'activité que la session écoulée. Hein? Donc, qu'il n'y ait pas, par exemple, une semaine qui passe sans plénière. Mais jusqu'où compte aller le G13? Alors, le G13, c'est un cadre de réflexion, ce n'est pas un parti politique. Tu sais, beaucoup de gens voulaient bien nous voir nous muer en parti politique, mais cela n'est pas arrivé. Nous essayons d'être vraiment, nous le sommes d'ailleurs, au milieu du village. Hein, il n'y a pas de parti pris, on n'est pas là derrière un acteur politique. Nous-mêmes, nous sommes des acteurs politiques. En fait, c'est un cadre de réflexion qui a un certain idéal pour le Congo. Et l'idéal pour le Congo, c'était d'abord qu'on réalise une alternance en 2023 de manière pacifique. Hein, sans dispute, sans querelle. Et voilà, donc c'est ça notre objectif. Nous voulons agir un peu comme des veilleurs
et que l'opinion retienne qu'à une étape de l'histoire du Congo, il y a eu un groupe de gens qui ont mis de côté leurs intérêts partisans, qui se sont réunis, ont réfléchi sur une loi électorale et sur des réformes à engager pour le pays, pour asseoir et consolider la démocratie. C'est ça notre idéal, c'est ça notre ambition, c'est ça notre rêve. Alors, vous pouvez avoir un rêve, mais un rêve qui n'est toujours pas réalisé, quoi. Mais on n'est pas un parti politique, on n'est pas un regroupement politique, on n'a jamais eu de candidat à tel ou tel poste politique, même lorsque certains parmi nous ont eu la chance, comme le cas de Mouyaya, qui a eu la chance d'entrer au gouvernement comme ministre, il n'a pas été recommandé par les G13 parce que les G13 ne pouvaient pas recommander. Les G13 n'a pas eu un quota pour former le gouvernement Sama Lukonde. Vous savez, avant tout ça, il y avait pas mal de questions. On se disait, mais ces gens ici, certainement, qui demandent un quota dans le gouvernement Sama Lukonde. On n'a pas eu un quota. Notre collègue Mouyaya est entré là-bas à travers son parti politique, les Palous, d'Antoine Gizenga. Vous comprenez un peu. Et donc, nous restons tels que nous avons été créés en 2020. C'est un groupe de réflexion non partisan. Des gens qui transcendent leurs intérêts et qui voient d'abord la nation, qui veulent que des réformes soient opérées et que la démocratie se consolide. Paix à l'âme de l'un d'entre nous qui était très brillant, Henri Thomas Lokondo, qui nous a quittés et dont la loi porte le nom d'ailleurs, la loi Lokondo. Alors, votre combat, c'est lui d'avoir des élections transparentes, crédibles. D'abord dans le délai. Dans le délai. Transparentes. Justement. Acceptées par tous. Justement. Voilà. D'où cette proposition de loi. Mais est-ce qu'on peut dire c'est un combat des perdus pour vous ou bien ça n'a pas assez marché ou comment vous les jugez? Il y a quelque chose de gagné. Il y a quelque chose de gagné. Revenons sur la question des femmes. C'était pour la toute première fois qu'il y a une loi électorale qui évoque les droits des femmes. Et nous étions les premiers à le faire. On a déjà connu plusieurs lois électorales, mais une loi qui parle du gender, de la dimension genre, c'était la toute première, c'est la proposition du G13. Il y a toujours quelque chose de gagné. Mais ça représente quoi en termes de tout ce que vous avez proposé, ces 18 propositions, et vous parlez juste d'un point? Non, mais le gens observe, ne vous en faites pas. Les gens observent, la population observe. Tu sais, la maturité politique est en train de croître petit à petit au sein de l'opinion congolaise. La population sait ce qu'a été notre part de contribution dans cet édifice que nous voulons construire. Et donc, voilà. Donc, ce n'est peut-être pas l'heure de compte, mais arrivera un jour où les gens retiendront ce que nous avons fait et apprécieront ça à juste titre. Votre prochaine démarche, ça sera quoi? La prochaine démarche, dès que nous rentrons des vacances, la question du financement des élections va nous intéresser, certainement. La question de la préparation du fichier électoral va nous intéresser. Et donc, ne vous en faites pas qu'il y ait des communiqués ou des suggestions dans ce sens-là, pour qu'on ne perde pas encore beaucoup de temps par rapport au recensement. Imaginez qu'on reprenne la session en septembre et que l'allure qui nous est habituelle reste celle-là. Donc, on évoque d'autres questions, la loi sur la transplantation des organes ou d'autres lois. Et pourtant, c'est important, une loi sur l'identification des électeurs. Alors, on arrive en octobre, en décembre, on ne sait même pas les recensements commencera quand. Eh bien, nous serons dans l'obligation, encore une fois comme G13, de lever le ton et de faire des propositions. Alors, en dépit de toutes les préoccupations évoquées tout à l'heure, qu'est-ce qui reste de faire? Qu'est-ce qui reste à faire des plus capitales pour la tenue des élections dans les délais? Alors, ce qui reste à faire, on a eu une loi organique de la CENI, on a une équipe de la CENI. À titre personnel, moi, je conseille, par exemple, aux amis de la Mouka et à Martin Fayoulou, ceux qui pensent qu'il faut encore ouvrir les débats sur la vérité des urnes. Je crois que ce n'est plus le moment, parce que les élections, c'est l'année prochaine. Il faut juste demander que les élections se tiennent dans le délai. Ça devait être leur combat et pas revenir sur la vérité des urnes. Et donc, voilà, donc, il y a la loi électorale, elle vient d'être adoptée, même si elle n'a pas réuni vraiment les larges consensus. Ce qui reste à faire, régler la question du fichier le plus rapidement possible et commencer la préparation du fichier, l'identification des électeurs. C'est très important. Une autre question importante à régler, c'est la question du financement. Il faut discuter vite avec les partenaires extérieurs, savoir ce que nous allons mobiliser en interne. C'est combien? Peut-être 80%, peut-être 70%, peut-être 60%, mais bref, il faut savoir l'argent, on l'aura comment. Il y a la question de la logistique aussi. Vous aviez entendu qu'avec la guerre en Ukraine, l'Ukraine avait planifié de retirer ses hélicoptères parce que la flotte qu'on utilise pendant les élections, c'est la flotte onusienne.
Donc, toutes ces questions logistiques, les pays, dans l'entretemps, depuis 2018, les infrastructures n'ont pas été construites au Congo. Il n'y a pas des routes qu'on a construites. Donc, l'acheminement des kits électoraux se fera par des hélicoptères, par des avions, surtout des hélicoptères. Alors, on n'en a pas assez. Il faudra recourir peut-être aux Nations Unies. Donc, à ce niveau-là, la question logistique, elle doit déjà commencer à être discutée, comment ça va se passer. Il y a la question de la sécurisation des élections. À part le plan pour le retour de la paix à l'Est, d'une manière générale, il faut aussi un plan de sécurisation des élections. Ça se discute entre... Les plans de sécurisation des élections se discutent entre le ministère de l'Intérieur, la CENI et l'Assemblée nationale, peut-être la Commission de défense et sécurité. Comme ça, on arrête un plan de sécurisation des élections. Les kits électoraux, les urnes, les isoloirs, on va les acheminer où? Là où se trouvent les ADF NALO. Et il y a des électeurs et des centres de vote et des bureaux de vote. Comment est-ce qu'on va acheminer les kits? Là où il y a tel groupe armé qui occupe. Vous voyez un peu? Parce qu'il ne faudrait pas assister à des situations... En 2011, on a assisté à des situations où il y a un candidat qui est un seigneur de guerre d'un groupe armé. Moi, à Walikale, Sheka était candidat député national en 2011, avec candidature acceptée par la CENI. Lui-même candidat, moi-même candidat. C'était pour la première fois que j'ai cherché le mandat parlementaire. Et il m'a empêché, moi, d'aller battre campagne dans mon village. Parce que lui, il squattait mon village. C'était son quartier général. Vous voyez des situations comme ça où un seigneur de guerre prend position comme ça, occupe un endroit où il y a des agents électoraux, des urnes et tout ça. Des situations comme ça. Alors, il faut s'assurer que cette fois-là, les militaires aussi ne vont pas interférer. Parce qu'il y a eu des élections au Congo, surtout 2011, où on a vu des militaires battre campagne pour le président Kabila. Des situations comme ça. Quel sera le rôle, par exemple, de la garde républicaine pour 2023? Est-ce qu'elle va rester l'église au milieu du village? Il faut éviter que l'armée soit politisée. Vous voyez un peu. Toutes ces questions liées donc à la sécurisation des élections, il faut commencer à y réfléchir. Des responsabilités sont certes partagées, mais qu'attendez-vous spécialement ou particulièrement du gouvernement pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels? Au niveau du gouvernement, il faut que le gouvernement sache anticiper. Parce que gouverner, c'est prévoir, comme on dit. Il faut que le gouvernement accroisse sa capacité d'anticipation. Tout ce qui va se passer en 2023, tout ce qui va se passer demain, il faut que ça soit prévu aujourd'hui. Tout ce que je demande, et ça résume tout, je ne veux pas être large à ce niveau, je demande à notre gouvernement d'accroître sa capacité d'anticipation. Parce que gouverner, c'est prévoir. Personnellement, vous croyez encore à la tenue des élections en 2023? Je ne peux pas ne pas y croire si je veux rester légaliste. Parce qu'il n'y aura pas de raison de ne pas respecter le délai. Des raisons, je dirais, objectives. Mais, pratiquement, il y a risque. Il y a risque. Et il faudra bien situer les responsabilités. On ne sera pas dédouané. Il n'y aura pas un dédouanement pour dire, voilà, on est dédouané, les élections n'ont pas été réalisées dans le temps. Parce qu'on avait tout le temps pour les faire. Donc, il n'y a aucune raison légale qui peut justifier les glissements. Mais à l'allure où vont les choses, permettez que je vous dise que le risque est assez grand. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que la démocratie que nous voulons se consolide à travers des élections régulières. Une seule élection ne suffit pas. 2 élections ne suffisent pas. 3 élections ne suffisent pas pour consolider la démocratie congolaise. Il faut des élections régulières. Il faut la tenue de bonnes élections et de manière régulière. Cela est très important si nous voulons consolider la démocratie, amorcer les progrès et asseoir la cohésion nationale. Voilà le mot de la fin que j'avais à faire. Et je sais aussi que les élections, ce n'est pas une panacée. Je ne peux pas m'heureux. Il faut que les gens sachent que les élections, ce n'est pas une clé magique à tout. Mais ça reste un aspect important pour consolider la démocratie. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'il peut y avoir des élections, mais les promesses électorales, on n'arrive pas à les exécuter. Alors, les élections ne suffisent pas. Mais aussi, on ne peut pas dire, voilà, nous allons asseoir la démocratie, l'état des droits sans élection. Non. Il faut qu'il y ait élection, mais en plus des élections, il faut que les promesses électorales tiennent la route, soient exécutées. À ce moment-là, on va faire un bon alliage entre le principe démocratique et la satisfaction du bien-être. Donc, chaque fois, il ne faut pas seulement parler de démocratie, il faut parler également bonne gouvernance. Il ne faut pas seulement parler élection, il faut parler bonne gouvernance.
ce que je veux dire par rapport à ça. Et les deux se complètent, en fait, dans un état de droit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie et merci à tous les internautes qui nous ont suivis. Merci. Merci à actualité.cd. Ok, merci beaucoup. Ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Grand merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.